On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Alors Mathieu, est-ce que tu es content de voir que Justin Trudeau veut s'assurer qu'il y ait quand même une bonne part de membres de la communauté LGBTQ dans les opérations de déminage? Est-ce que pour toi, ça t'empêchait de dormir, toi, en disant il y a trop d'hétérosexuels dans les démineurs, ça prend du LGBTQ? Mais je suis absolument ravi de ce souci d'inclusion et de diversité qui témoigne de la grandeur morale du Canada, qui enverra des bataillons pour être capable, ou je ne sais pas exactement, de bataillons ou autre formation, pour aller enlever des mines en s'assurant d'avoir distingué entre l'identité de genre des uns des autres et aussi de leurs pratiques sexuelles. Parce que je le précise, LGB, c'est pas l'identité de genre, c'est ce avec qui, dans quelle position vous vous amusez ou à tout le monde vous avez des relations. Bon, ben ça, je m'excuse. Donc le gouvernement va vous dire, bon, là, il nous manque de gens dans le L, dans le G, dans le B, dans le G ou le LGB, ouais, c'est ça, pour aller déminer. Donc, monsieur, vous couchez avec des hommes ou des femmes? Les deux, là, bon, OK, B, parfait. Et là, il y a les T, il y a les T, les trans. Donc là, vous, monsieur, vous identifiez comme femme, comme homme? Ben, vous êtes comme homme, d'accord, c'est désolé. Il n'y a pas un homme qui s'identifie comme femme ici. Oh, d'accord, femme trans, formidable! Bon, et là, et à la fin, on demande, vous savez, déminer? Ah, c'est secondaire, tout ça. L'essentiel, c'est d'être correctement représenté. Mais notre bien, c'est pas surprenant. Moi, c'est pas pour... Tu sais, de temps en temps, je me demande si je suis fou. Pas si souvent que ça, là. Mais je me demande quand je me dis, au nombre de livres que je vais consacrer au régime diversitaire, un moment donné, les gens vont penser que je suis obsédé. C'est pas faux. Mais en échange, c'est parce que la question est partout présente. C'est-à-dire, il y a une colonisation intégrale de la réalité, du réel, par l'idéologie diversitaire qui s'empare de tous les segments de la vie, de tous les domaines de l'existence. Un moment donné, ils sont même rendus à vouloir comme une représentation inclusive et diversifiée pour les équipes de démineurs. Bon, OK. Écoute, on vit plus dans le monde réel, on vit en l'URSS de la diversité. Ben oui, c'est Joseph Facal qui consacre sa chronique là-dessus. Mais tu sais, vraiment, là, franchement, là, c'est qu'on te demande, quand tu veux rejoindre les rangs d'une équipe de démineurs, on va te dire dans quel trou tu mets ta didine. Non, mais vraiment, là, c'est ça, là, Christy. Tu le dis avec disant, là, je suis un hétérosexuel, je m'excuse, mais on en a trop. On en a déjà trop d'hétéros, je m'excuse. Là, on cherche vraiment un gay. Non, mais c'est particulier, surtout, vous, quelles que soient vos orientations, aimez-vous vous aventurer en terrain miné? C'est quand même assez singulier comme question. Non, mais c'est le génie du régime canadien, qui est un régime qui, sur le plan de la recherche de la diversité et de l'inclusion, est dans une dérive idéologique totale. En fait, le Canada est un pays qui se construit sur un fantasme. Parce que, faut voir, hein, c'est compliqué ces affaires-là. D'abord, tu fixes la norme des groupes à représenter. L, G, B, T, Q, I, 2, T, plus. Mais là, cher ami, le plus est là. Le plus laisse croire à l'émergence de nouvelles catégories qui émergeront inévitablement. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut conserver des postes en fonction des nouvelles catégories qui émergeront pour assurer la correcte représentation des prochaines lettres de l'alphabet recomposées selon l'idéologie du genre. C'est une question que je trouve essentielle. Mais le Canada nous oblige à entrer dans un monde fou. Ça me fait penser à Chesterton. Oui, je pense que c'est Chesterton qui le disait que si vous parlez avec quelqu'un qui dit qu'il se prend pour un poulet, c'est peut-être moins lui le fou que vous qui acceptez de le voir comme un poulet. Bon, eh bien, j'ai l'impression que par rapport à l'idéologie diversitaire au Canada, on est obligé d'entrer dans une idéologie qui rend le monde incompréhensible, et là, on est obligé de rentrer dans ces calculs et ces divisions. On nous demande pas de respecter les gens, on nous demande d'entrer dans une forme de statistique comptable des gens en fonction de leur orientation sexuelle puis de leur identité de genre. C'est délirant. Mais là, il y a une bonne nouvelle là-dedans quand même, Mathieu. Il y a une très bonne nouvelle. Si on est effectivement rendu à dire, là, il faut accepter davantage de LGBTQ dans les équipes de démineurs,
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de leurs revendications, finalement, qui ont été acceptées. Là. Ils ont voulu se marier. J'imagine dans la liste des revendications, là, nous voulons participer à des opérations de déminage. C'était bien en bas. En premier, c'était on veut être respecté, on veut pouvoir se marier, on veut pouvoir adopter des enfants, on veut déminer des champs. Je me dis, si on est rendu là, dans la liste, ça veut dire que ça va bien quand même pour les LGBTQ. Là. Non, mais la logique est celle de l'inclusion intégrale dans tous les domaines de la vie. Donc, il n'y a pas de limite en tant que telle. On n'est plus... C'est des revendications. D'ailleurs, j'imagine, je suis persuadé d'ailleurs que ça vient pas d'eux. Hein. Ça vient pas de leur lobby. Ça vient vraiment de la bureaucratie diversitaire. Tu sais, ils ont reçu... Ah oui, un nouveau programme de déminage. Bon, OK. Ah, c'est vrai, il y a les consignes EDI. Bon, OK. On va conjuguer les consignes EDI. Bon, OK. Tout le monde est d'accord sur le comité. Puis là, personne dans le comité va être le cave qui va dire, excusez-moi, est-ce que c'est vraiment pertinent de tenir compte de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre des démineurs parce qu'il veut pas avoir l'air de réac ou de gars d'extrême droite. Parce que l'homme qui pose cette question est inévitablement d'extrême droite. Donc, tout le monde fait... Et au final, on se retrouve avec ce document qui est produit par l'administration. Puis là, moi, je connais mes amis centristes qui, devant ça, vont me dire « Mathieu, c'est un document parmi d'autres. Pourquoi donnes-tu tant d'importance à cela? » Bordel, c'est un document produit par l'État. L'État parle par ses documents. La norme dans notre société, c'est pas moi, c'est l'État. Moi, je suis de la paléo-humanité. Je suis de l'humanité antérieure qui croyait au corps sexué. Je suis des temps anciens qui croyaient au peuple. Il se trouve que le régime canadien appartient à la nouvelle humanité, productrice d'une infinie diversité en toutes circonstances. Et là-dedans, c'est pour ça que le Canada ressemble de temps en temps, je le dis, à une forme du RSS de la diversité. Ben oui. Moi, j'ai des amis gays, tu as des amis gays. Jamais, au fil des ans, j'en ai entendu un dire « Tabarnouche, j'aimerais ça vraiment déminer. » En tout cas, bref, c'est le Canada de Justin Trudeau. Écoute, je parlais un peu plus tôt en ouverture d'émission d'Emmanuel Macron qui, après avoir dit « Il faut laisser une porte de sortie honorable à la Russie », dit maintenant « Il faut gagner cette guerre coûte que coûte », quitte à envoyer des troupes au sol. Et là, même ses alliés ont dit, ouais, non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend? C'est une bulle au cerveau. Là, la France est isolée un peu dans ce discours-là. Là. C'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, ce qui m'énerve un peu, parce que Macron a des défenseurs néanmoins là-dessus en France, il y a ceux qui nous disent, ah, vous voulez pas envoyer de troupes au sol, vous êtes donc les héritiers de Munich. Munich, on le sait, c'est la conférence, les accords de 38, où les démocraties font des concessions à Hitler en espérant ne pas avoir la guerre, puis au final, elles ont le déshonneur et la guerre. Bon. Moi, je commence à un moment donné, il va falloir sortir d'une lecture du monde qui ramène tout le temps à la Deuxième Guerre mondiale. Nos adversaires, nos ennemis, même les plus désagréables, ne sont pas toujours des nazis. Je veux dire, Poutine ne m'inspire aucune sympathie. C'est un tyran. Je conspue son régime, mais c'est pas le Troisième Reich. Faut juste savoir que c'est pas le Troisième Reich. C'est un régime autoritaire, à tendance totalitaire, agresseur, impérialiste. Je plains les Baltes, je plains les Polonais qui vivent sous la menace de l'ours russe. Mais le fait est qu'on n'est pas au moment de la Deuxième Guerre. De la même manière, vouloir faire la paix. La paix, c'est pas les gentils gagnent, les méchants perdent. C'est pas comme ça que l'histoire s'est jouée. Le 20e siècle a voulu nous faire croire que la paix, c'était les gentils gagnent, les méchants perdent. C'est ce qu'on appelait la paix, la reddition, la capitulation sans condition. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. J'ai toujours dit pour la Deuxième Guerre mondiale, ça se comprend parfaitement. Bon. Mais pour la première, c'est déjà plus compliqué. Mais l'idée qu'il n'y a de paix que dans la capitulation sans condition, ça veut dire qu'on est dans une guerre sans fin jusqu'à ce que l'ennemi tombe. Or, la paix dans l'histoire du monde, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui se disent qu'il est plus avantageux pour eux de faire des sacrifices pour revenir à la paix plutôt que de se perdre dans un conflit sans cesse qui va les saigner jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine en ce moment? Si on prenait ça au sérieux, donc c'est pas revenir à Munich. On n'est pas toujours en train de revenir à Munich quand on veut chercher à faire la paix et éviter qu'un conflit ne se mondialise. Parce que l'enjeu, si on nous explique qu'il n'y a de morale que dans la possibilité du consentement à la guerre mondiale et nucléaire, ben je dirais, vous me passerez je vais me dérober au cours de morale. Désolé. Je ne veux pas, au nom de l'exigence morale de lutter contre le tyran, participer à l'immolation de la planète. Désolé, c'est comme ça. Moi, je suis un gars à l'ancienne un peu. L'immolation de la planète ne fait pas partie du bien de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de... On voit à quoi pourrait ressembler une paix. Je dis pas qu'elle est pour demain, mais on voit à quoi ça pourrait ressembler. Il y a un élément là-dedans, c'est qu'il va y avoir... Bon, la Crimée, c'est réglé, elle est russe. Ensuite, Poutine va conserver les territoires de l'Est de l'Ukraine qu'il a conquis. Je vois pas... On peut espérer que l'Ukraine ressaisisse le territoire, le reconquiert, mais j'y crois pas trop.
Ce qui peut arriver, c'est qu'une fois qu'on accepte cette concession, la Russie, de son côté, reconnaît l'existence d'un État ukrainien indépendant, souverain, et ainsi de suite. Et donc là, il y a renonce en fait une forme d'annexion. Dans ce portrait général, l'Ukraine s'engage à la neutralité, une forme de finlandisation, comme on disait autrefois, mais l'OTAN en profite dans ce cas-là, non pas pour annexer l'Ukraine symboliquement, mais pour garantir à tous ses alliés, les Baltes, les Polonais, les autres pays de l'Est, vous êtes membre de l'OTAN, l'Ukraine ne l'était pas. Vous serez défendu absolument. Si Poutine a la tentation impériale qui consisterait à envoyer des troupes pour protéger les minorités russes chez les Baltes, des troupes, comme on l'a entendu, la possibilité la Moldavie, c'est un autre cas, mais si la Russie, autrement dit, décidait de frapper un pays de l'OTAN, parce que plusieurs en ont peur, alors là, l'OTAN serait d'une solidarité absolue envers ses membres. Donc, il y a une forme de recomposition de la paix régionale qui est possible dans ce territoire-là, mais ça implique de rompre avec l'idée très néoconservatrice, très américaine, très wilsonienne, que on fait la guerre jusqu'au bout, on fait tomber le tyran tombe, le régime change, la démocratie s'installe, les démocraties ne font pas la guerre entre elles. Mais en même temps, Mathieu, tu es un gars de principe. Tu défends des principes dans tes ouvrages. Par exemple, la liberté, c'est un principe pour toi qui est important, la liberté d'expression. Lorsqu'on parle d'immigration avec toi et d'immigration illégale et tout ça, tu défends l'importance d'avoir des frontières. Mais là, c'est un pays qui rentre dans un autre pays. Est-ce que tu comprends qu'il y a un principe à défendre aussi? Là? Mais t'as pas à m'en convaincre, mais un instant. Moi, je comprends parfaitement les Ukrainiens de se battre pour leur pays et je leur souhaite la meilleure des chances. Et je pense qu'on doit par ailleurs les soutenir dans la mesure du possible, c'est-à-dire les livraisons d'armes. Il y a des choses qu'on peut faire, mais ça, je trouve que c'est essentiel. Dieu sait que je condamne cette agression. Mais là, il y a un truc dans le monde, un truc bizarre, la réalité. La réalité, ça nous dit que la Russie s'est emparée d'une partie du territoire. Et à moins d'un revirement qu'on ne voit pas à court ou moyen terme, elle va le conserver. Dans l'histoire du monde, les frontières ont quelquefois changé. Je te donne un cas qui, moi, personnellement, me choque, mais qui dans l'histoire, peut nous éclairer. L'indépendance irlandaise. Les Irlandais mènent leur guerre d'indépendance, les Britanniques sont obligés de négocier. Finalement, c'est quoi le résultat? On dit, OK, vous faites votre indépendance, à moitié d'ailleurs, parce que vous serez un État libre, mais pas une république indépendante, puis vous cédez le Nord parce qu'il y a beaucoup d'Anglais au Nord et des protestants qui veulent conserver, qui veulent pas vivre sous le règne des Irlandais catholiques. OK. Là, les Irlandais, avec raison, disent on n'a pas envie de voir le pays se fracturer, on n'a pas envie de voir le pays se diviser. C'est à nous, ce pays-là. Les colons du Nord, pourquoi ils s'empareraient de notre pays? Et là, une bonne partie des élites irlandaises à l'époque, notamment Michael Collins, pas Eamon de Valera, mais Michael Collins, dit soit on accepte une forme de concession territoriale et on a la paix et on a un État indépendant, puis à terme on peut proclamer la République, puis on verra dans un siècle si on peut reconquérir les territoires démographiquement d'une manière ou de l'autre, ou alors on se perd dans une guerre contre la Grande-Bretagne et on va épuiser notre pays, le conduire à l'autodestruction dans une guerre qu'il ne peut pas gagner contre un ennemi plus puissant que lui. Je dis pas que c'est bien. Je dis que la politique ne consiste pas simplement à fonctionner selon des impératifs moraux. La politique, c'est de temps en temps tenir compte du réel. Puis tenir compte du réel, je pense que c'est moral. C'est-à-dire, si on m'explique que le seul horizon de la morale dans les circonstances, c'est de consentir à la possibilité d'une guerre nucléaire, ben, qu'on m'exclut du lot, je pense que la guerre nucléaire, c'est l'anéantissement de l'humanité. Les Russes, petit détail, ont dit eux-mêmes qu'ils changeaient leur doctrine stratégique pour se donner le droit d'utiliser des armes nucléaires tactiques de frappe sur le terrain. J'ai pas envie de jouer à la roulette russe avec l'arme nucléaire. Je me trompe peut-être, mais je trouve... Puis c'est pas jouer à Chamberlain, c'est pas jouer à Munich, c'est savoir qu'on vit dans un nouveau siècle, qui est le siècle de l'arme nucléaire, dans une guerre qui nous importe, mais qui n'est pas directement la nôtre. J'espère qu'on est capable de dire tout ça sans avoir l'impression de tout trahir. Et là, c'est la question, est-ce qu'il bluffe, Poutine? Est-ce qu'on veut vraiment le tester? Est-ce qu'on veut le savoir s'il bluffe? Est-ce que Macron bluffe aussi en disant on va envoyer des troupes au sol? Fait que là, c'est une énorme partie de poker et on se regarde, on tente de savoir ce qui se passe dans la tête de l'adversaire. C'est quand même assez inquiétant, Mathieu. On se laisse là-dessus. Là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est absolument inquiétant que les troupes de l'OTAN soient face à face avec les troupes de la Russie, que les deux se tirent dessus. Je m'excuse, mais c'est la Première Guerre mondiale. C'est quoi la Première Guerre mondiale? C'est l'enclenchement des jeux d'alliance. Un conflit régional qui est devenu embrasé la Terre au complet. Exactement. Merci Mathieu, à demain. Bonne journée.